Bonjour, amis internautes, ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Mon nom est Henri Désiré Nzosi et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes mardi 30 juin 2020 à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une journée qui est destinée, évidemment, comme le veut la tradition, à faire un bilan de toutes ces années passées, aussi bien sur le plan culturel, économique, politique et autres. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les opportunités d'affaires dans ce magnifique et grand pays communément appelé scandale géologique. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le président et le fondateur de Leopards Club, qui est un cercle d'affaires de la diaspora congolaise et des amis de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, nous allons faire connaissance avec cette vénérable institution. Voilà pour ce qui est de cette petite entrée en matière avec le Leopards Club, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille son président Olivier Alinguindou. Olivier, bonjour. Bonjour Henri, merci de nous Alors, faire bonne fête, l'honneur. mais Merci de nous faire l'honneur. tout le plaisir est pour nous, et surtout bonne fête du 30 juin, 60 ans d'indépendance, ça ne s'invente pas, hein. Ben oui, tout à fait. 60 ans, c'était difficile, c'était très difficile. C'est l'occasion de penser à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de tenir ce grand navire à flot. Mais là, on y a 60 ans, c'est le moment des bilans, effectivement. Mais on est là, donc c'est le moment de la fête malgré tout. Alors, je l'évoquais en introduction, et d'ailleurs ceux qui nous suivent ont tout le loisir de voir le magnifique logo qui trône sur le coin supérieur droit de l'écran, Léopards Club, une des plus belles initiatives de ces dernières années au sein de la diaspora Merci. congolaise de Belgique. En quelques mots, Olivier Alinguindou, quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce cercle d'affaires? Ben, Léopard Club est un cercle d'affaires, c'est un réseau qu'on veut mettre en place. Vous savez que depuis quelques années, il y a un Congo bashing et c'est clair qu'au niveau des médias, lorsqu'on parle du Congo, c'est souvent des images de guerre, de viol, de corruption, de mauvaise gouvernance. Ce sont des images évidemment qui n'incitent pas aux gens de se tourner vers le Congo. Et il y a malgré tout cela une population, il y a des personnes, il y a des amoureux du Congo, des passionnés du Congo, qui soient afro-descendants ou simplement des personnes qui ont travaillé, qui sont nées là-bas. Et il était important que nous puissions nous retrouver, nous fédérer, nous consoler, nous encourager, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, pour entreprendre un projet au Congo, il faut être un aventurier, hein, parce que c'est pas évident. À l'époque, il y a plus de 100 ans, c'était déjà le cas. Jusqu'à aujourd'hui, les entrepreneurs sont des aventuriers. Et donc voilà, on pensait que ça avait un sens d'organiser ce genre d'initiative dans l'ancienne puissance coloniale, parce qu'il y a une très grosse communauté, mais aussi parce qu'il y avait un besoin, et nous pensons la génération qui vient juste après nous, qui a besoin de repères et de retrouver des gens qui sont actifs et qui veulent construire ce pays et aussi
fortifier ici dans ce pays. Alors, vous avez fait le pari, non pas de vous limiter à la seule diaspora ou communauté congolaise, vous avez élargi en fait le spectre aux amis du Congo. C'est un choix qui est dicté par des considérations très particulières. Vous pensez qu'il est beaucoup plus, je dirais, opportun d'associer des gens qui n'ont pas forcément, je dirais, un intérêt à se retrouver dans le pays, mais qui ont néanmoins, je dirais, la possibilité de pouvoir accompagner, je dirais, le processus de développement de ce pays, parce que vous mettez quand même en contact des gens qui forcément ne se connaissent pas. Écoutez, le monopole de l'amour du Congo, il n'y a pas que les afro-descendants qui l'ont. Il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes d'un certain âge lorsque je les croise ici en Belgique. Lorsqu'elles parlent du Congo, vous sentez qu'elles ont vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui est là. Et je donne souvent cet exemple. Au niveau de l'amour du Congo, lorsque je parle du Congo, mon fils a moins d'attache avec le Congo que pas mal de personnes qui sont nées là-bas, des Européens de souche, ou on pourrait dire des Belges de souche plutôt. Et donc, il y a vraiment la particularité en Belgique et particulièrement à Bruxelles, de pouvoir, il y a un espace pour pouvoir créer ce genre de cercle d'affaires. C'est clair qu'on a un positionnement. J'ai été plusieurs fois sollicité pour qu'on agrandisse ce cercle, que ce soit un club africain, mais je pense qu'il y a déjà assez de clubs et de cercles de ce type et que nous sommes positionnés clairement sur les Congolais, la diaspora et les amis du Congo. Et honnêtement, c'est une richesse exceptionnelle parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont une expertise qui est vraiment intéressante pour tout le monde. Alors, l'échange d'expériences, l'identification des besoins, la mise en relation, on peut parler aussi de lobbying d'une certaine manière, même si le terme peut paraître, je dirais, péjoratif. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? Alors, c'est une période très particulière, 60 ans d'indépendance en pleine crise du Covid-19, ça modifie les comportements, ça nous oblige aussi à repenser notre relation à l'autre et à envisager de nouveaux paradigmes. Comment voyez-vous Léopards Club dans une approche post-Covid-19? Et j'ajouterai encore un peu plus avec toutes les campagnes qui se font actuellement au niveau des déboulonnages de statuts. Donc, effectivement, c'est une période très, très intense, très difficile pour la diaspora congolaise. Mais je pense que nous nous focalisons d'abord à retrouver les gens qui aiment le Congo, qu'ils soient congolais ou d'autres nationalités, et particulièrement des Belges. Et au travers de ça, nous voulons construire. Et nous retrouvons, c'est vrai que lorsque je parlais d'aventuriers, ce sont les entrepreneurs qui sont des aventuriers, c'est surtout, par exemple, les entrepreneurs qui sont prêts à aller dans des pays difficiles, les premiers qui sont prêts à y aller. Donc, on pense qu'au travers de ce projet, on peut se retrouver pour, pour d'abord mettre des projets en place, encourager, mais surtout préparer la nouvelle génération. Pas simplement d'afro-descendants, parce que par exemple, lors de notre prochaine réunion qui aura lieu au mois de septembre, il est probablement question d'avoir un des invités qui est un Belge de souche qui fait un projet entrepreneurial au Congo. Donc c'est ça. Donc nous voulons être un lieu où toutes ces personnes qui ont l'amour du Congo peuvent se retrouver, peuvent trouver l'expertise, peuvent se fédérer et peuvent aller de l'avant. Alors, vous parlez à juste titre d'amis du Congo, ça tombe bien, j'ai le grand plaisir justement d'accueillir un véritable ami du Congo qui est aussi, et ce n'est pas un vain mot, membre fondateur, Pierre Bois-Danguien, que je salue amicalement. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ntouzi, bonjour Ali, Olivier. Bonjour. En tout cas, ça nous fait plaisir et c'est vraiment, je dirais, la démonstration la plus claire en fait de cette volonté affichée de Léopards Club de pouvoir jeter des ponts, évidemment, avec des personnalités comme vous qui avaient un parcours, qui avaient toute une histoire, une expérience à partager et puis surtout une valeur ajoutée à apporter pour ceux qui souhaitent notamment s'engager et dans votre cas, ça tombe bien, l'agriculture qui reste votre cheval de bataille. Nous allons en parler avec vous dans quelques instants. Vous êtes plutôt, je dirais, branché agro-industrie, mais vous misez surtout pour une émergence de la RDC à travers l'agriculture. Qu'est-ce qui fonde cette conviction, Pierre Bois-Danguien?
Voilà, donc juste un petit rappel, quand on parle d'agro-industrie, on parle en général de plantation de palmier à huile, de caoutchouc, café, cacao, thé et quinquina, qui sont en général des plantations de plantes pérennes. Alors, qu'est-ce qui me fait croire en ce développement de l'agro-industrie pour le Congo? C'est que, en fait, il y a actuellement 1,5 million hectares de plantations existantes et abandonnées, dont 300 000 hectares de palmiers à huile. Donc, les plantations existent, elles sont bien entendu récoltées bon an, mal an par les villageois, mais pas d'une manière vraiment professionnelle et ni entretenue. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, au niveau du Congo, il y a un vrai potentiel qui est en stand-by et qui ne demande que de l'investissement et de la technicité pour redémarrer. Imaginez En même que fait, ce le que vous Congo... proposez, Oui. en fait, vous proposez de réhabiliter des plantations qui existaient déjà au préalable, ce que vous appelez communément les plantations, les cultures pérennes, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Donc, le projet n'est pas d'aller couper de la forêt pour planter. Les plantations existent. Il suffit entre guillemets, il suffit de les réhabiliter. On peut faire tomber un palmier, le replanter. Il n'y a pas de gros investissements pour redynamiser une plantation. La population connaît ces cultures, elle sait comment signer un EVA, elle sait comment récolter du café, elle sait comment récolter du cacao. Euh, la demande est là, la demande en huile de palme. Imaginez que le Congo actuellement importe 95 000 tonnes d'huile de palme des pays avoisinants ou de sud-est asiatique, alors qu'il y a 300 000 hectares qui sont abandonnés et qui pourraient produire plus d'1 million de tonnes d'huile de palme. Donc, 2 millions de tonnes de régime. Donc, qu'attend-on pour démarrer un petit peu les nouvelles activités? Les plantations sont là, la technicité, la population est avide de travail et connaît le job. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, certaines études ont même montré que le Congo, dans son entièreté, pourrait nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes. C'est peut-être une vue Tout très à fait. optimiste, mais si ça pouvait déjà nourrir toute la population congolaise et mettre une marge pour l'exportation, mon Dieu, quel avenir pour le Congo qui actuellement Mmh. importe en matière alimentaire plus d'1,5 milliard de dollars d'aliments. Ah. Alors, quelques chiffres, si vous le permettez. Le déficit commercial alimentaire, donc on l'a dit, de 1 milliard 500 millions de dollars par an, ce qui représente 9% de la consommation alimentaire totale et 23% des importations totales, et ça entre 2010 et 2014. Mais en même temps, on sait que la RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Seuls 2 à 3% à peine sont cultivés. Comment vous expliquez cette anomalie? Voilà, et cultiver d'une manière peu professionnelle, on va dire, sans vouloir mépriser le villageois qui fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les intrants, il n'y a pas les graines sélectionnées, il n'y a pas les façons de la technicité agricole qui est faible. Donc, effectivement, il faut améliorer la gouvernance, améliorer les routes, les dessertes agricoles, il faut améliorer le prix qui est offert aux villageois. Actuellement, vous connaissez la situation. 90% de la population gagne moins de 3 dollars par jour. C'est trop faible. Il faut que ces gens puissent vivre de leur labeur, puissent avoir des filières d'exportation, déjà des filières intérieures au pays pour pouvoir alimenter Kinshasa, les grandes zones urbaines, que la production, que la demande soit là, qu'elle soit présente pour pouvoir augmenter l'offre finalement. Parce que la terre est là, comme vous dites, mais les demandeurs, les urbains, comment peuvent-ils faire connaître aux villageois qu'ils ont besoin de thé, de café?
si les Tout à dessertes agricoles fait. sont si faibles. Voilà, et c'est difficile. Tout à fait. Imaginez que le Congo importe du... Alors, oui. Ouais. Allez-y, je vous en prie, je vous écoute. Oui, oui. Donc, imaginez que le Congo importe du thé, importe 300 tonnes de thé par an et en exporte 100, alors que le Kivu est le grenier du Congo. Pourquoi? Donc voilà, Tout à fait. voilà. Les dessertes agricoles, Problème. probablement. Et précisément, Olivier Alinguindou, c'est là que vous intervenez d'une certaine manière en mettant justement en présence ceux qui pourraient apporter une solution et qui seraient prêts précisément à s'engager pour qu'un début de solution puisse se trouver. Très concrètement, donnez-nous un exemple de mise en contact que vous êtes en capacité de favoriser en amont, c'est-à-dire ici en Belgique avec tous les contacts que vous tissez dans les différents milieux et l'identification éventuelle des partenaires locaux en République démocratique du Congo. Écoutez, nous voulons être honnêtes. Nous voulons limiter notre mission à être un organisateur d'événements et faire appel à des experts de grande renommée et surtout leur permettre à ce qu'ils puissent être en contact avec des gens qui sont avides, qui sont intéressés par le Congo. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu la chance assez rapidement d'être soutenus par une grande maison en Belgique à l'international, une grande famille à capitale d'industrie en Belgique, pour ne pas citer, la famille Lippens, qui avait vu d'un très bon œil le travail que nous faisions dans cette relation entre la Belgique et le Congo. Donc, je pense que modestement, après les contacts avec les privés, avec les industriels, il y a aussi des contacts qui sont très avancés, mais je ne peux pas en parler, avec des institutions publiques. On peut modestement se dire que lorsqu'on vient dans nos réunions, on rencontre les personnalités ou les personnes qui peuvent faire quelque chose et qui ont la capacité de décider. Alors, après, c'est du networking. Chacun fait son contact, chacun fait son travail, mais nous, c'est de mettre en place un espace et mettre des intervenants en place, et le reste, nous laissons chacun nos membres aller plus loin s'ils le veulent. Alors, Boisdanguien, je voudrais qu'on termine avec vous au sujet notamment de l'agriculture en tant que facteur de développement rural et son impact social. Ce sont des dimensions qui vous tiennent très, très à cœur. Quel est le modèle économique que vous préconisez justement pour qu'il y ait une adéquation entre ces deux dimensions? Voilà, donc en général, ce qu'on préconise, c'est quand il y a une plantation agro-industrielle, qu'elle soit café, cacao, qu'elle soit palmier à huile ou EVA, c'est d'avoir ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire un certain nombre de villageois qui vivent aux alentours de ces plantations, de pouvoir développer leur propre plantation et de pouvoir vendre leur production à l'agro-industriel. Par exemple, dans le palmier à huile, mais c'est également valable pour le caoutchouc ou d'autres cultures, le palmier à huile, il faut 5 hectares. Cela permet à un villageois de ne pas devoir engager, donc de ne pas devoir engager du travailleur, du personnel supplémentaire. Donc, ça peut être entretenu et récolté juste avec la cellule familiale, sans faire de travail d'enfant. Et avec 5 hectares, bon an, mal an, la personne peut avoir un revenu entre 1 000 et 3 000 dollars par hectare par an. Alors actuellement, l'huile de palme est assez faible, le prix de l'huile de palme est très bas, mais imaginez même 1 000 dollars par an, par hectare, ça fait 5 hectares, 5 000 dollars sur 12 mois comme revenu complémentaire à une vie de village, ça peut changer la donne pour un villageois, effectivement. Alors, s'il arrive à 3 000 dollars la tonne, alors bien sûr, on se trouve à 3 000 dollars pardon, par hectare, alors on se retrouve avec 15 000 dollars par an. Donc là, ça change vraiment la vie. Alors, pour terminer, parlons de votre actualité ou de vos projets, si tant est que vous puissiez en parler, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dans les pipelines à l'heure actuelle que vous envisagez de faire sur la RDC?
Sur la RDC, j'ai quelque chose dans le pipeline, mais qui n'a rien à voir avec le développement agro-industriel. Ce sont des installations de pompes à eau sur le plateau des Batéké, justement. Non, juste actuellement, je n'ai rien. Je fais, avec la crise du Covid-19, j'ai fait beaucoup de télétravail. Donc, je travaille pour faire la promotion de l'huile de palme en général, mais rien dans le court terme sur le Congo. Mais j'attends d'avoir un contrat avec grand plaisir. Mais nous espérons de tout cœur, évidemment, que vous serez prochainement honoré d'un bon contrat. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Remercier Pierre. D'abord, nous avons fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Il a impressionné plusieurs de nos membres lors de ses interventions. Et donc, je remercie encore une fois, d'abord pour son investissement au niveau de Léopard Club et pour aujourd'hui encore. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, nous espérons, on espère vous retrouver très prochainement. Nous pourrons entrer dans le détail, en tout cas des méthodes que vous préconisez pour promouvoir et développer encore plus l'agro-industrie. L'occasion pour moi, évidemment, d'accueillir Monsieur Jean-Marc Kilolo, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Jean-Marc Kilolo, bonjour. Bonjour, Henri Désiré. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Écoutez, très bien. C'est l'occasion pour nous de parler avec vous de la transformation structurelle de l'économie congolaise. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et je suis sûr qu'ils ne sont pas très nombreux, à mon avis, vous êtes un économiste international spécialisé dans les questions de commerce et de développement international. Vous êtes auteur de plusieurs articles, plusieurs publications dans des revues comme Review of the World Economic, le journal international Trade and Economic Development. Vous êtes un expert africain reconnu. Vous avez exercé comme économiste au Canada, en Suisse, notamment au sein du CNUSED, au Kenya aussi, au sein des Nations Unies, et au Cameroun, au sein de la communauté des États d'Afrique. Vous avez également une expérience comme professeur d'économie mathématique à l'UPC et à l'UPL Kinshasa. Je crois qu'il nous faudra une émission, à mon avis, pour parcourir votre CV, tant il est impressionnant. En tout cas, merci infiniment de nous faire l'honneur d'être présent ici à l'occasion de cette journée, les 60 ans d'indépendance de la RDC. Vous êtes un spécialiste reconnu sur les questions économiques. Nous allons parler avec vous de la transformation structurelle. Alors, votre postulat de départ, c'est de dire que notre économie n'est pas suffisamment diversifiée et beaucoup trop dépendante du secteur extractif. C'est absolument ça. Le Congo, comme vous le savez, c'est un scandale géologique qui regorge de matières premières stratégiques, aujourd'hui comme le cobalt, et dans une ère où les méga-tendances, notamment les enjeux environnementaux, poussent les grandes nations à se tourner vers les énergies renouvelables, le Congo, en opérant des choix stratégiques, pourrait avoir un positionnement intéressant et accroître un scandale géologique, mais c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Imaginez-vous que près des 3/4 de la population congolaise vit avec moins de 1,90 $. Donc, vous comprenez que les gens croupissent dans la misère. Pourquoi cela? Parce que justement, notre économie est basée sur les matières premières. Si on regarde la balance commerciale, en particulier des exportations, deux produits, en l'occurrence le cuivre, généralement brut, et le cobalt, représentent 80% des exportations du Congo. Donc, vous voyez que le Congo est très dépendant de ces produits. Et donc, quelle est la destination de ce produit? Il va surtout en Chine. On voit que la Chine représente à peu près 50% ou importe 50% de la production destinée à l'extérieur du Congo. Donc, cela crée une situation de vulnérabilité. Les économistes sont très familiers avec la question de la volatilité des prix de matières premières. Donc, vous voyez que pendant plusieurs années, le cours des matières premières était très faible, mais grâce à la Chine qui opérait une grande transformation intérieure, importait beaucoup de matières premières, et ben c'est venu booster le cours des matières premières, et ça fait les beaux jours des pays comme la RDC et même le Canada.
Alors, on observe depuis quelques années un ralentissement de la demande chinoise. Et le contre-coup direct, c'est que le Congo ne se porte pas bien. Et donc, ce constat est très clair, que notre économie est vulnérable parce qu'elle est très peu diversifiée. Et donc, il faut diversifier l'économie. Diversifier l'économie de deux manières. D'abord, au niveau des exportations, c'est-à-dire ne plus se limiter à ces deux produits, mais accroître la panoplie des produits, ce qu'on appelle la diversification horizontale, mais surtout, il faut une diversification verticale, c'est-à-dire accroître le niveau de la valeur ajoutée de nos exportations. Alors, Mais ça pose un autre problème. Ça pose quand même un problème, Jean-Marc Kilolo, c'est celui de la professionnalisation de la main-d'œuvre. Est-elle suffisamment qualifiée, est-elle suffisamment formée que pour pouvoir créer les conditions d'une sophistication de cette production? Alors, c'est le défi que plusieurs pays de la région Afrique centrale sont en train de relever. Pensons aujourd'hui au Rwanda. Au Rwanda, aujourd'hui, on sort des informaticiens de premier plan. Pourquoi? Parce que le Rwanda a réussi à conclure des accords avec des universités de premier plan. Je pense ici à l'université Carnegie Mellon, qui est une université top aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Carnegie Mellon a ouvert des extensions au Rwanda. Donc, il faudrait penser justement à renforcer les capacités de notre main-d'œuvre. Et la manière de procéder, la première serait de conclure des alliances solides avec les universités de premier plan. À Kinshasa, je sais que une école de commerce avait conclu un tel accord avec l'université de Liège, de sorte que les diplômés de Kinshasa étaient de facto diplômés de Liège. Mais encore là, on était dans le domaine des sciences humaines. Aujourd'hui, pour le développement du Congo, nous avons besoin d'ingénieurs. Donc, ce sont les ingénieurs qui apportent véritablement, qui accompagnent la transformation structurelle. Nous manquons d'ingénieurs. Et non seulement les ingénieurs, mais nous manquons même des techniciens. À Toronto, il y a quelques années, je discutais avec le PDG d'une compagnie minière canadienne qui opère au Congo. Et il me disait que pour construire son usine, il a dû recourir à 500 soudeurs sri-lankais. J'étais complètement choqué. Imaginez-vous, même les soudeurs, c'est des métiers qui ne sont pas très sophistiqués. C'est des formations d'appoint qui peuvent durer entre 6 à 8 mois. Mais le Congo n'a pas été capable de lui fournir 500 soudeurs. Il a dû aller en Asie pour les chercher. Donc, nous manquons de compétences à divers niveaux. Non seulement pour ce qui est des métiers sophistiqués, mais également des métiers techniques, des fois qui requièrent des formations d'appoint, mais qui sont le fer de lance de la transformation structurelle. Donc, je pense que c'est un volet qui est très important. Alors maintenant. Oui, je vous en prie, allez-y. Donc, je parlais de la diversification horizontale, la diversification verticale pour ce qui est de la sophistication des produits. J'ai fait un constat moi-même intéressant ici à Bruxelles. Je me suis rendu au Cora l'année dernière pour acheter un ordinateur. Eh bien, j'ai pu trouver un ordinateur pour un étudiant, un neveu à Kinshasa. Je l'ai eu pour 250 €. Alors, je reviens cette année pour faire la même opération. Eh bien, il n'y avait plus d'ordinateur à 250 €. Il fallait 350. Alors, j'essaie de comprendre. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Aujourd'hui, les standards sont plus élevés. Nous avons des mémoires pour traiter l'information qui sont plus rapides. Nous avons des capacités plus importantes. Et donc, vous voyez, grâce à la sophistication des produits, eh bien, on peut, au lieu de réduire, quoique la technologie s'accélère, on peut réclamer des prix plus élevés. Et c'est là tout le défi du Congo démocratique. On voit que les pays voisins, je citerai encore le Rwanda, a des usines qui traitent le coltan, dont le Congo est bien pourvu. Nous avons des matières premières stratégiques. L'enjeu, je parlais aujourd'hui des méga tendances. Aujourd'hui, le regard des experts internationaux, lorsqu'on veut faire des prévisions sur le futur de l'économie mondiale, c'est de voir les grandes tendances. Une des grandes tendances aujourd'hui, c'est la conscience des acteurs économiques et également des pouvoirs publics de l'empreinte écologique. Et donc, il faut passer vers des énergies vertes. Et donc, le Congo étant doté d'à peu près la moitié des réserves mondiales de cobalt, pourrait avoir un positionnement intéressant. Mais aujourd'hui, on se limite tout simplement à l'extraction, ce que moi j'appelle une économie de chasse et de cueillette. Donc, il suffit d'extraire la matière du sol, ça y apporter de la valeur.
Donc, il faut penser aujourd'hui, est-ce que le Congo peut élaborer une stratégie pour produire des batteries? Et comment s'y prendre pour ne pas rester très théorique? Comment s'y prendre? Le message que je veux lancer, c'est que c'est loin d'être un mirage. C'est des choses qui sont réalisables. Si nous regardons, l'expérience internationale nous renseigne à cet effet. Comment est-ce que des pays comme Singapour se sont développés? Singapour a conclu des accords avec l'Inde. Singapour a créé ce qu'on appelle des zones économiques spéciales et a invité le constructeur automobile Tata à s'implanter dans son pays. Nous voulons, la première étape, c'est de dire, nous voulons que vous formiez notre main-d'œuvre. Nous prenons en charge le salaire de ces personnes. Nous vous donnons toutes les installations nécessaires, mais nous voulons qu'il y ait véritablement ce qu'on appelle le transfert technologique, le transfert de savoir. Après que les gens aient été formés, ils ont dit, nous avons un marché potentiel. Qu'est-ce que vous exigez pour pouvoir débuter une production à Singapour? Donc, après cette négociation-là, Tata n'avait plus d'excuses, était dos au mur. Tata a formé les différents professionnels. Mais en même temps, Jean-Marc Ilolo, tout le monde se souvient, il y a de cela 25-30 ans, nous avions British Leyland à Kinshasa, nous avions Iveco, nous avions des usines de montage sur place. Que sont devenues ces unités de production? On peut se poser la question. Le modèle que vous décrivez ici, c'est un modèle que le Zaïre a connu à une certaine époque. Quelles sont, selon vous, justement, les causes qui font qu'on n'est plus dans cette logique de transfert de technologie, mais plutôt dans quelque chose de tout à fait différent, qui ne semble plus du tout correspondre, je dirais, à la réalité économique? Alors, si nous revenons à cette époque, par exemple, vous mentionnez Iveco. Si vous regardez les états financiers, le PIB, le budget de l'État à l'époque, la contribution économique ou financière de ces activités était très marginale. Et il faut aussi savoir ces usines de montage. Quel était le type d'activité? Est-ce qu'il y avait un savoir de nos compatriotes ou c'était, vous savez, il y a montage et montage. Hein. Il y a des pièces qui sont déjà, si vous voulez, bien créées et il suffit juste de les assembler comme des Lego. Vous voyez? Et ça, il n'y a pas de grand transfert de technologie qui se passe là-dedans. Vous voyez? Tandis que là, ici, on parle d'un exercice où il y a véritablement un transfert de technologie. Et une chose que les gens oublient, aujourd'hui, les économistes parlent de chaîne de valeur. Prenons le cas de l'iPad, qui est un produit technologique phare. Aujourd'hui, le iPad, qui est de propriété intellectuelle américaine, n'est pas produit en sol américain. Il est produit en Chine. Mais les composants, notamment le coltan, viennent du Congo démocratique. Et on va exporter ce coltan-là en Asie, où on va faire des microprocesseurs, justement, qui traitent l'information. Et ce sont des ingénieurs qui vont faire créer ces microprocesseurs et d'autres composants. Et donc, aujourd'hui, l'avantage oui. Vous voulez parler, monsieur? Ouais. Et donc, l'avantage comparatif économique aujourd'hui de Apple, c'est de maîtriser ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, les compagnies multinationales procèdent à une fragmentation de la production, justement, pour rechercher les emplacements où il y a une connaissance à faible coût pour réaliser l'opération économique. Et c'est vers ce type de créneau que nous devons nécessairement nous inscrire. Alors, je reviens vers vous, Olivier Aliguindo, en votre qualité de président de Léopards Club, avec tout ce que nous avons entendu, aussi bien en termes d'émergence à travers la culture et la industrie, et maintenant avec la transformation structurelle de l'économie. Quelles sont vos stratégies, notamment à partir de la Belgique, notamment pour identifier les compétences qui, à un moment donné, sont en capacité d'aller au pays pour précisément créer les conditions de ce développement et en tout cas de cette mise à niveau dans les standards internationaux, car c'est cela aussi d'une certaine manière qui pose problème. On a évoqué la nécessaire qualification de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, il faut la former. Pour la former, il faut qu'il y ait
des formateurs, et pour qu'il y ait des formateurs, il faut qu'on puisse les identifier. Olivier Aly-Guindou. Mais voilà, je pense que l'intelligence de ce projet de Léopard Club, c'est de savoir ce que nous pouvons faire. Et nous avons mis toute notre énergie d'abord à être en contact avec les pouvoirs publics, et que ce soit en Belgique, nous sommes en discussion très avancée avec la région. Au niveau du fédéral, nous n'avons pas encore commencé. Il faut savoir que le développement est maintenant une matière régionale en Belgique. Et nous avons déjà essayé d'être en contact avec les pouvoirs au niveau de Kinshasa, qui nous permettra à ce moment de jouer ce rôle. Nous avons très peu de moyens, nous sommes une organisation privée, et nous pensons que nous avons un rôle d'intermédiation, mais à un moment, c'est les pouvoirs publics qui doivent pouvoir le faire. Mais c'est vrai que si nous avons l'expertise, nous avons les bases de données, à ce moment-là, nous pouvons, je pense, jouer notre rôle. Alors, Pierre Boisdanguien, avez-vous un commentaire particulier par rapport à ce qui a été développé il y a de cela quelques instants par Jean-Marc Quilolo? J'y ai vu quelques petites similitudes. Par exemple, au niveau de la main-d'œuvre dans le secteur agricole, est-ce que là, pour le coup, en tant que professionnel du secteur, vous y trouvez votre compte en termes de main-d'œuvre qualifiée ou pas? Alors, on va dire que pour le Congo, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, bien sûr, et en général, les plantations agro-industrielles assurent elles-mêmes la formation, que ce soit des techniciens au niveau des garages pour entretenir le charroi, ou au niveau pour la récolte des produits comme le caoutchouc, où on a besoin d'avoir une certaine technicité pour saigner l'arbre. On manque probablement de formation technique, entretien des véhicules, pas uniquement de l'article 15, vraiment un bon entretien, surtout avec les nouvelles technologies qui existent dans les véhicules. Sinon, en général, on s'y retrouve avec les formations sur place au niveau des comptables, au niveau des ressources humaines, et on assure en général la formation nous-mêmes parce que c'est assez spécifique. En plus, il y a une histoire au niveau du Congo dans l'agriculture, donc on trouve toujours quelqu'un pour jouer au mentor, voilà, pour nos travailleurs. Ouais. D'accord. Alors, puisque nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin 2020, à l'occasion de ces 60 ans de l'accession de la RDC à la souveraineté internationale, si vous aviez un message, quel serait-il? Accrochez-vous. Je dirais que le Congo, quand on regarde les indicateurs, comme Jean-Marc en parlait encore, avec le pourcentage de la population qui gagne en dessous de $1, c'est $1,09, je crois. Je dirais qu'il faut s'accrocher parce que les indicateurs sont positifs, ils évoluent favorablement, même s'ils n'évoluent pas suffisamment vite. Mais au Congo, vous avez une richesse, c'est un scandale géologique, mais c'est un scandale forestier, c'est un scandale agronomique. Et il faut s'y mettre et vous avez tout en main et allons-y, quoi. Bon courage. Jean-Marc Quilolo, votre mot de la fin en ce jour très particulier. Alors, en ce jour très particulier, j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait que la RDC et ses leaders prennent très au sérieux leur engagement au consensus de Douala, qui a été ratifié par les pays de la CEAC, donc la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, lequel consensus prône une industrialisation basée sur les ressources naturelles. Le Congo a tout pour réussir et il n'est pas trop tard pour bouleverser, chambouler les choses au bénéfice de sa population. Merci infiniment, Monsieur Olivier Aly-Guindou, président de Léopard Club. Avant de vous laisser le soin de conclure, deux petites questions d'ordre pratique. Comment adhérer au Léopard Club? Quelles sont les conditions? Et puis surtout, à quelle fréquence vous vous réunissez ou à quelle fréquence vous organisez vos différentes activités?
Nous nous réunissons 2 fois par an, on va dire fin juin, donc plus ou moins vers la date de l'indépendance, et au début d'année pour la présentation des vœux, donc ce qui nous fait 2 réunions par an, tous les 6 mois. Nous sommes des personnes qui sont actives, donc on ne peut pas faire trop de réunions non plus, et on doit surtout retrouver le plaisir de se retrouver. Et lorsque l'actualité nous l'impose, comme nous pouvons éventuellement nous retrouver, que ce soit à Bruxelles ou à l'étranger. Nous devions normalement nous retrouver au mois de mai à Paris pour la première réunion à Paris, mais malheureusement, l'actualité sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver. Donc, l'événement qui était prévu au mois de juin a été reporté. La prochaine réunion aura lieu au mois de septembre, le samedi 19 septembre. Ça serait une réunion, une soirée conviviale avec plusieurs intervenants de très grande qualité, et ce sera l'occasion de pouvoir renforcer notre réseau. Alors, vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook et sur nos liens LinkedIn. Et au travers de ces réseaux, vous aurez toutes les informations, notamment pour adhérer à ce club. Aujourd'hui, il n'y a pas de membership ou de cotisation. Vous payez votre frais de participation, vous devenez automatiquement membre et ça vous permet d'avoir librement de revenir quand vous le désirez. Mais pour terminer peut-être mon intervention, je pourrais simplement dire que le Congo a réellement besoin de nous. Nous avons besoin du Congo. Le Congo a besoin de nous. Fédérons-nous, retrouvons-nous. Et puis, il n'y a pas assez d'initiatives. Donc, n'hésitez pas à vous engager, de nous rejoindre, à ce qu'avec les amis du Congo, nous puissions rebâtir ce pays. Merci infiniment, Olivier Aliguindou, je rappelle le président de Léopards Club. Merci infiniment à Jean-Marc Kilolo, expert en économie, commerce international, Pierre Bois-Tanguin, éminent expert pour les questions agricoles et d'agro-industrie. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes tous les deux également membres de Léopards Club. Quant à moi, amis internautes, j'espère vous retrouver très prochainement avec d'autres interventions, l'occasion pour moi évidemment de vous renouveler, pour les Congolais en tout cas, une belle et heureuse fête d'indépendance. À la prochaine. Merci. Merci.